Smart Philo avec ce générique. On parle philo une fois par semaine, c'est important. On fait un petit pas de côté avec Thibaut Brière. Et on va parler avec vous. Alors c'est intéressant, vous êtes conseiller management, expert en nouvelles formes de travail et philosophe bien sûr. Votre livre Toxic Management, on en reparle, qui est sorti chez Robert Laffont, qui est toujours en vente dans les meilleures librairies, parce qu'il est très lié finalement à ce dont on va parler. Management, entreprise, trouver la bonne distance, c'est quoi? En fait, vous réévoquez l'idée d'une forme de dérive managériale, c'est ça le fond de votre pensée là aujourd'hui? Non, je ne vais pas la réévoquer, enfin je vais à un moment effectivement en parler, mais il y a quelque chose moi qui me paraît frappant aujourd'hui avec la généralisation du télétravail, c'est que cette notion de distance, en fait, elle est sur toutes les bouches. Et comme toujours en philosophie, il faut interroger le sens des mots, se demander pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle autant de travail à distance. Qu'est-ce que ça révèle? De quoi est-ce le symptôme? Est-ce que ça ne voudrait pas dire que le travail, pendant longtemps, a manqué de distance? Vous voyez, donc de quoi est-ce le nom, le fait qu'aujourd'hui on en parle tant? Juste pour bien approfondir et avoir un diagnostic pour construire votre réflexion, la distance au travail, c'est quoi? On était trop imbriqué dans son travail, trop lié à son travail. C'est paradoxal parce qu'aujourd'hui on est très loin, mais on est très lié. Enfin, c'est ce qui touche à un paradoxe là. Oui, tout à fait. Et c'est de ce paradoxe dont nous allons parler aujourd'hui, Arnaud. C'est-à-dire que d'un côté, les organisations, depuis longtemps, elles sont analysées par les sociologues du travail, et notamment là, par une personne qui s'appelle Marianne Dujarrier, qui parle de planeurs. Les planeurs, ce sont ceux qui, en entreprise, sont au siège, généralement, et qui planifient le travail des autres, tout en planant loin des réalités du terrain, tout en étant déconnectés. Exactement, avec le double sens du mot. Et donc ces personnes, d'une certaine manière, sont trop loin, à trop grande distance du travail réel. Et pourtant, ces mêmes personnes demandent à ce que ceux qui sont sur le terrain agissent de la manière la plus fidèle à ce qui a été voulu. Donc soit par des directives, soit par des procédures, soit par un processus d'acculturation profonde des gens, de telle sorte que finalement, il y ait le moins de distance possible entre l'intention de la direction et puis la réalisation des collaborateurs. Juste pour resituer, qu'on essaie d'être concret, on est dans quel secteur? On est dans la grande distribution, on est dans le retail, ça fonctionne dans quel domaine ça? Cette espèce de planeur qui impose des plannings, des modes opérationnels, c'est plutôt dans le retail ou c'est partout? Je crois que c'est partout, c'est avant tout une question de taille d'entreprise. En fait, il y a des voilà, quel que soit le secteur, dans la mesure où vous avez les mêmes consultants souvent qui passent justement d'une entreprise à une autre, ils vont importer le même type de process, de procédure, d'organisation, et c'est ce type d'organisation qui promeut très peu de distance entre l'intention et la réalisation qui s'est généralisée ces dernières dizaines d'années. Mais qu'est-ce que ça provoque, l'action de ces planeurs sur les êtres humains, sur les collaborateurs? Alors très concrètement, c'est ce qu'on voit se développer du micromanagement, c'est-à-dire des managers qui marquent à la culotte les membres de leurs équipes. Pour exécuter de la manière la plus fidèle ce qui se trouve dans les procédures, dans les directives, etc. Et puis, ça se traduit de manière très concrète avec une intensification des formations à la culture de l'entreprise, des sessions pouvant déboucher, et effectivement, j'en parle dans Toxic Management, pouvant déboucher sur des phénomènes d'emprise à terme, où le collaborateur a le sentiment d'agir de manière parfaitement libre, de manière spontanée, et en fait, eh bien, il réagit de la même manière que sa direction aurait voulu qu'il agisse. Et ça, eh bien, c'est un travers, c'est un manque de subsidiarité, c'est une négation de l'autonomie des collaborateurs. Et son libre arbitre aussi. De son libre arbitre, effectivement, à terme. Et c'est problématique parce que... Quoi, ça le robotise, ça l'abrutit, c'est quoi les risques? Vous n'êtes pas médecin, je l'entends, mais il y a ce risque-là quand même. Alors, il y a tous les risques psychosociaux, il peut y avoir naturellement de la souffrance au travail, mais le risque surtout, il est en termes d'innovation pour les entreprises. C'est-à-dire qu'à force peut-être de trop formater des esprits ou à vouloir que des personnes exécutent de manière extrêmement fidèle les instructions, quelle que soit la situation particulière à laquelle ils se trouvent confrontés, eh bien, les personnes manquent d'adaptabilité. Et donc d'autonomie et d'initiative, si je peux me permettre. Parce que forcément, on ne prend pas d'initiative quand on est obligé de suivre scrupuleusement des règles. Oui, alors soit on ne prend pas d'initiative, soit on va prendre, si on est suffisamment bien acculturé, on va prendre des initiatives parce que c'est voulu, simplement on va prendre les initiatives
qui ne vont que dans la direction effectivement qui aurait été voulue. De sorte que on va avoir des organisations dans lesquelles vous allez avoir un simili de spontanéité, une sorte d'illusion, si vous voulez, d'autonomie, où des gens vont prendre des initiatives, mais ça sera toujours dans une seule et même direction, avec des gens qui penseront de la même manière. Alors, et ça, c'est inquiétant en termes de diversité. Bah évidemment, ça c'est un sujet qui vous tient très à cœur. Vous en aviez parlé d'ailleurs lors de votre dernière visite sur le plateau. Alors il y a un autre phénomène, parce que là on est sur un phénomène finalement d'emprisonnement mental, c'est-à-dire d'obligation d'exécuter des tâches au millimètre. Il y a le risque inverse, c'est-à-dire un éloignement trop grand du manager et des collaborateurs. C'est-à-dire qu'il est totalement livré à lui-même, ce qui est très angoissant aussi. Oui, effectivement, du coup, en réponse à cet excès, à ce manque plutôt de distance, à cette atrophie de la distance dans les organisations, on a vu émerger depuis quelques années un mode de management et des organisations qui promeuvent au contraire le fait de lâcher dans la nature complètement les collaborateurs, et ça peut être tout aussi effectivement source d'angoisse. Il y a la distance intérieure à chacun aussi. Est-ce qu'on arrive à trouver son libre arbitre ou pas? Est-ce que ce phénomène-là, finalement, réduit à néant son libre arbitre et donc finalement peut créer des dépressions, des risques évidemment pourquoi pas de burn-out d'ailleurs? Alors ça tend à le réduire, mais chez un être humain, on ne peut jamais, de mon point de vue en tout cas, réduire totalement le libre arbitre de quelqu'un. En revanche, clairement, la généralisation du télétravail, à la faveur des différents confinements que l'on a vus, a été perçue par beaucoup justement comme un soulagement à l'égard justement du manque de distance du management sur les individus. Et donc, des études l'ont montré que la distanciation géographique avait entraîné une distanciation psychologique des individus, d'où la dissolution des collectifs dont on parle tant, d'où en même temps une prise de distance critique des individus qui ont pu justement mieux voir des problèmes qu'ils ne voyaient pas avant par manque de distance, ou remettre en question leur vie, leur parcours, leur vie, et leur engagement dans l'entreprise, parce qu'il y a ce risque-là aussi, on se désengage par la distance, loin des yeux, loin du cœur, comme on loin dit des parfois. yeux, loin du cœur, mais pour des choses, pour une conclusion en fait, un aboutissement très très sain en lui-même, c'est-à-dire que cette distance critique, c'est peut-être ce qui a manqué. Et aujourd'hui, dans les organisations, dans les entreprises, il y aurait sans doute lieu de réinjecter davantage de pensée critique, ne serait-ce que justement pour ne pas avoir des individus simplement embrigadés, ne pas avoir simplement des moines soldats au service d'une cause. Mais pouvoir préserver. Est-ce qu'il n'y a pas un rêve comme ça des dirigeants d'avoir justement une seule tête alignée avec la coupe de cheveux unique? Est-ce que c'est pas compliqué aussi à l'intérieur du dirigeant de se dire trop de diversité, trop de libre arbitre fait qu'on crée une pétaudière? Bien sûr, mais comme pour chacun de nous, Arnaud, on préférerait que les gens autour de nous, bon sang, s'ils étaient censés, ils réagiraient comme nous réagirions. C'est exactement mais ça. Ouais. À un moment précisément, lorsqu'on est dirigeant, on est censé prendre de la distance par rapport à ses propres opinions, par rapport à ses propres souhaits, et se dire que nous-mêmes, justement, on n'est pas tout puissant et on doit respecter la liberté, le champ d'autonomie des personnes que l'on a recrutées précisément pour leurs compétences et leur autonomie. Pour faire écho à votre livre, Toxic Management, tout le monde n'a pas cette distance-là, parce que ça oblige quand même, là je fais de la philosophie directe, le dirigeant à avoir une forme d'éthique, au-delà même d'avoir du recul sur lui-même. Il faut qu'il ait une éthique, non? Il faut quand même qu'il ait quelques piliers solidement enfoncés quand même là. Oui, mais je crois que précisément, je ne sais pas si c'est une question d'éthique, moi je pense plutôt qu'effectivement que c'est une question de formation, de travail sur lui-même. S'il ne fait pas ce travail, du coup il n'aura pas cette éthique. Et voilà, il doit prendre de la distance, vraiment, c'est ce que je pense profondément. Et accepter aussi qu'il y ait non pas de la contestation, mais quoi, du frottement, du débat. Du frottement, du jeu. Il doit y avoir du jeu dans l'organisation, et c'est ce lâcher-prise qui est toujours difficile. Accepter un moment, lorsque j'apprends à l'un de mes enfants à faire de la bicyclette, un moment de le lâcher. Donc peut-être va-t-il se casser la figure, mais en tout cas, il va apprendre de ses erreurs, etc. Et l'histoire du lâcher-prise, du fait de laisser les gens apprendre de leurs erreurs. Tout le monde est d'accord sur le principe. Le problème, c'est pas de le dire, c'est de le faire. C'est dans cet écart que se situent les entreprises. C'est souvent une vision un peu philosophique, mais quand il faut le vivre concrètement, on a du mal à l'accepter. Merci Thibaut Brière, conseiller en management, expert des nouvelles formes de travail, et ce livre, Toxic Management, qui fait directement écho à ce dont on vient de parler, parce que c'est aussi à travers ce livre votre propre expérience que vous racontez. Et ce dont on vient de parler fait également écho au livre que j'ai coécrit au début de l'année avec Caroline Del Torchio sur le travail à distance. Chez Erol. Eh bien, vous viendrez nous en parler parce que celui-ci, vous ne nous aviez pas parlé de ce livre chez Erol. Eh bien, c'est noté. En fait, vous avez pris rendez-vous avec nous, c'est ça l'idée.
Un abonnement. Un abonnement, bien sûr, vous avez bien raison. On fait une courte pause et on fait un grand entretien, évidemment, avec le directeur général de la Fondation La France s'engage. On va parler d'innovation, d'économie sociale et solidaire, de projets soutenus justement par cette fondation, au service à la fois de l'innovation, du numérique, mais aussi de l'emploi, évidemment. Et on en parle avec son directeur général. Il est notre invité dans le grand entretien juste après cette pause.